Alors bonjour, merci d'avoir accepté cette interview. Donc vous êtes le laboratoire à nouveau d'innovation publique de la région PACA. Donc je vous propose de vous présenter déjà individuellement. Bonjour, je suis Claude. Je suis en détachement. Je travaillais pendant une dizaine d'années dans un conseil général dans la Nièvre. Et je travaillais sur les méthodes d'accompagnement au changement. Et puis j'ai suivi mon compagnon et j'ai vu cette offre au conseil régional sur la création d'un labo d'innovation publique. Et voilà, étant donné mon background, ils m'ont recruté pour travailler avec des gens que je ne connaissais absolument pas, des designers de services. Et donc votre fonction au sein du laboratoire, c'est? Eh bien, en fait, grâce à ma connaissance de tout l'aspect juridique et organisationnel de la collectivité et aussi des rouages un peu techniques, j'essaie d'éclairer leur chemin sur du jargon, sur des procédures, des termes, la trésorerie, le payeur, etc. Voilà. Mais je précise que je reste au conseil régional pour 1 an et demi. D'accord. Je suis de passage. Bonjour, je suis Arthur. Je suis enseignant-chercheur en sciences humaines et sociales. Et j'ai été missionnée pour participer à ce laboratoire pour une durée déterminée d'1 an pour l'instant. C'est votre activité à temps plein? Oui, je suis formatrice. Le laboratoire, pendant 1 an et demi, va être votre activité à temps plein? Oui, pardon. D'accord. Bonjour, je suis Leïla et je suis designer de service, donc plutôt senior. Et je travaille avec mon collègue en apprentissage. Donc, je suis Dominique, effectivement designer en apprentissage. Donc je suis à la recherche d'un emploi stable. Dans le design de service dans les collectivités publiques, qui est une profession mal connue encore, et pour lesquelles il y a peu de recrutement, puisque le profil est un peu nouveau dans le monde du design. Alors je sais aussi faire du mobilier, de l'éclairage, du design d'intérieur, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. En fait, je vise un peu le poste de designer, parce que comme on est senior et qu'on part à la retraite, j'espère bien pouvoir avoir un poste quand elle sera. C'est un contrat de génération. Oui, c'est ça. Et justement, à la région, vous êtes en contrat. Comment ça se passe en fait? Pour ce laboratoire, vous avez un contrat de travail à durée déterminée? Vous êtes en prestation? Pour l'instant, c'est un CDI, mais après, on verra si je serai pérennisée dans l'institution. En tant que fonctionnaire, En tant par que exemple. fonctionnaire, peut-être. Vous aimeriez bien? Pourquoi pas. Très bien. Et à l'équipe, en fait, on s'adjoint, c'est à géométrie variable en fonction du projet, un pilote qui est situé dans les services de la région et qui vraiment est un appui fort dans la lecture des projets qu'on va suivre, puisque c'est la personne référente qui va pouvoir aussi diffuser toute notre production, notre réflexion à l'échelle du service et générer des améliorations recherchées. Et cette personne, elle est détachée entre guillemets au laboratoire pendant une période donnée Ponctuellement, en fonction de la durée des projets. D'accord. Mais à temps plein ou elle conserve sa mission? Alors elle conserve sa mission, mais elle a vraiment une lettre de mission très précise et un temps qui lui est donné. Partiel, quoi. Voilà. D'accord. Très bien. Et alors, en quoi consiste finalement ce laboratoire? Quels sont un peu ses principes d'action, ses valeurs Alors, bon, on a élaboré une charte, hein, ça nous semblait un peu une base pour bien se comprendre et surtout communiquer vis-à-vis des autres services, parce que comme c'est très innovant, c'est pas forcément très connu. Alors bien sûr, là c'est une expression un peu galvaudée, mais c'est quand même le cœur de notre activité, on s'appuie sur du partenariat. Alors on va chercher du partenariat à géométrie variable en fonction du projet qui est en cours. Ça pourra être aussi bien des universités en pointe, soit dans la région, mais peut-être aussi ailleurs si on a besoin. Ça va être des artistes, ça va être... On va vraiment s'adjoindre toutes les professions ou quelqu'un qui a un regard pointu sur une question juridique si on a besoin, en plus de ce qu'on peut trouver comme ressources dans la collectivité, pour travailler. Alors évidemment, on est aussi dans une posture permanente de veille des problématiques qui peuvent émerger, et là c'est pour ça qu'on s'est doté, c'est ce qu'on verra plus tard, mais
vraiment d'un comité de veille où on va pouvoir détecter quels sont les problèmes prégnants. Le comité de veille, c'est pas vous, c'est d'autres personnes. Non, c'est 2 personnes du labo. D'accord. Mais qui peuvent aussi s'adjoindre du regard de personnes extérieures. Alors, bien sûr, on est sur une posture de rigueur scientifique, et là aussi, on a un éclairage de l'université avec laquelle on est en partenariat, qui vient de temps en temps, mais régulièrement, vérifier que les outils développés, la conduite du projet reste bien dans une rigueur scientifique. Notamment, un des principes, ce sera la confidentialité des témoignages transmis ou des informations un peu délicates qui sont transmises, mais surtout aussi que notre démarche soit bien reconnue scientifiquement pour produire des effets les plus positifs possibles. Alors, pardon, cette université, c'est la vôtre? Oui. Oui. Alors, on est aussi dans une posture, bien sûr, de bienveillance, aussi bien en interne, mais aussi on crée ce climat de confiance en travaillant avec les autres services, qui est un peu la base, parce que c'est vrai que c'est difficile pour les services de dévoiler les dysfonctionnements parfois, donc on crée, de par des rencontres un peu quotidiennes, un climat qui nous permet de travailler sereinement. Bien sûr, la créativité, cela va sans dire pour les designers de services. Et on travaille aussi en open source, parce qu'on souhaite avoir un fonctionnement extrêmement transparent, pour que tout le monde puisse s'emparer de la démarche, vienne se nourrir, questionner. Enfin, on se veut être un lieu très ouvert sur la collectivité, voire sur le partenariat externe aussi, pour non seulement faire connaître la démarche, mais aussi appuyer ponctuellement des initiatives. Donc ça passe par un blog, des communications régulières, des choses comme ça, de la communication autour de ce que vous faites. C'est ça. D'accord. Très bien. C'est très intéressant. Sur quoi est-ce que vous travaillez alors en ce moment? Quel est votre projet un peu phare? Alors en ce moment, on s'est rendu compte qu'on était dans un contexte où il y avait un peu une évolution réglementaire et administrative qui s'alourdissait un peu, hein, bien qu'elle soit nécessaire. Donc on voulait, dans ce contexte, c'est vrai que des fois on peut constater qu'il y a un peu des affrontements entre la culture de projet et la culture administrative, où on a l'impression de pas forcément, dans les services, ils n'ont pas l'impression d'être forcément dans le même bateau, d'aller dans le même sens. Donc on a choisi à travailler sur un sujet en particulier, mais qui pourra être au service de l'ensemble des services, puisque ce que je viens de décrire comme contexte est vraiment généralisé. Donc on cherche à savoir comment réconcilier à la fois les préoccupations des entreprises, hein, on va travailler sur le volet économique, et comment sécuriser notre mode de fonctionnement administratif et financier au service donc, des entreprises dans le cadre où elles déposent des demandes de subventions. Donc réfléchir à ce processus administratif de financement avec ces deux équilibres-là. C'est un projet que vous avez décidé vous-même de mener, qui vous a été commandité par... Non, c'est vrai. En fait, c'est un dysfonctionnement qui a été repéré à l'interne et qui donc, dans vos réunions régulières avec les services, c'est quelque chose qui vous est remonté à vous, en fait. C'est-à-dire, dans ce cas-là, c'était un directeur. Voilà. Un directeur est venu, suite à des remontées, en fait, des échos des différents entrepreneurs qui ont postulé à des dispositifs régionaux, donc d'accompagnement ou de soutien à leur création d'activité. Donc il y a eu des dysfonctionnements qui ont été repérés, et donc ce directeur souhaiterait améliorer l'outil de manière à pérenniser ça a été validé par quelqu'un, ce projet, au-delà de ce directeur qui vous l'a soumis? Le directeur est venu rencontrer l'équipe en fait pour voir déjà si c'était dans ses compétences, dans la compétence de notre équipe, parce que ça lui semblait appartenir à ce dispositif. Or, nous, on s'est rendu compte qu'effectivement, et notamment sur le service des subventions aux associations, il y avait le même genre de dysfonctionnement sur des délais de paiement qui sont beaucoup trop longs et qui mettent en péril les projets.
Et en fait, ce directeur est venu d'abord nous voir et ensuite, il a fait cette démarche avec l'élu afin que ça puisse redescendre et que officiellement nous soyons saisis de cette question. Parfait. Alors comment ça se passe un peu ce projet? Quelles sont un peu les grandes étapes? Qu'est-ce qui se passe finalement concrètement? Comment vous travaillez? On repose sur une méthodologie que l'on a retenue, hein, c'est-à-dire que là, vous voyez, on a sur ce schéma présenté donc notre processus de notre méthode de travail. Donc il y avait ce dysfonctionnement qui avait été donc identifié, repéré, et donc on souhaiterait pouvoir mettre en place une semaine de campus. On a intitulé, enfin, on n'a pas encore véritablement choisi l'intitulé, Transfo étant déjà pris. Donc une semaine de campus où on réunirait donc les personnes intéressées, les partenaires, les groupes projets, les groupes du pilote, mais également les groupes projets donc élargis. Et donc on analyse le dysfonctionnement. Donc c'est une période d'abord de diagnostic, hein, donc avec donc un inventaire de toute la problématique qui ferait relever donc les enquêtes de terrain et en parallèle une recherche documentaire, puisque nous sommes dotés d'un espace de veille qui permettra donc de faire de l'interaction entre les problématiques locales et les repérages nationaux et peut-être qui sont identiques. On proposerait donc un certain nombre de solutions de façon collégiale et pour modéliser un prototype ou un dispositif ainsi que pouvoir maqueter, puisque nous avons notre apprenti designer qui est tout à fait pour au final à une étape intermédiaire choisir une solution et qui donc nous demanderait d'être développée avec donc cette phase de prototypage qui est une phase créative et de test. Donc là, on élargit le champ des possibles pour ensuite le resserrer sur vraiment une évaluation de la solution retenue et comment on peut la mettre en œuvre avec une dimension service après-vente pour vérifier, une fois son adoption, si elle répond vraiment à nos problématiques. Alors, ce qui est intéressant sur le dispositif, c'est qu'on associe aussi la direction de l'évaluation à partir du moment où on commence à prototyper. Parce que justement, ils ont un recul, ils ont une bonne connaissance des services et ils vont nous permettre d'avoir un angle supplémentaire. On a les sciences humaines, on a le côté juridique, on a le design et l'évaluation aussi souhaite se saisir de cette notion d'expérimentation grâce au design. D'accord. Et c'est un projet qui dure combien de temps à peu près, à votre avis? Vous l'avez projeté sur 6 mois. 6 mois. 6 mois. À 6 mois. Pas plus de 6 mois parce que ça pourrait ensuite rentrer en contradiction avec certaines échéances, qu'elles soient politiques ou opérationnelles au niveau de la direction de l'économie. Et en termes un peu, on va dire, d'outils, design, etc., vous avez déjà des pressentiments sur ce que vous allez utiliser ou vous allez voir un petit peu chemin faisant? Oui, en fait, ça dépendra beaucoup de la première étape. Donc, c'est pour ça sur le schéma, on s'est bien noté ou maquette, ou dispositif, ou prototype. On ne veut pas se fermer la liste, on a toute une palette d'outils en tête, mais on verra en fonction de la nature des informations recueillies dans la première phase. Et sur la phase, par exemple, plutôt d'analyse, d'enquête, comment vous collaborez entre sciences humaines et design là? Comment ça se... Alors moi, pour ma part, je fais une recherche documentaire et juridique sur tous les freins et les obligations de la région envers ses partenaires et l'ensemble des acteurs qui reçoivent des subventions. Et puis aussi administrativement pour bien vérifier que les délais que nous appliquons aujourd'hui sont réglementaires et que ce n'est pas une sauce de la région et qui pour juste sécuriser. Donc moi, c'est vraiment le côté un petit peu difficile. Ça règle. Voilà, très terre à terre et réglementation.
et le jeune apprenti alors que Eh bien nous, c'est-à-dire qu'à l'école, on nous dit que dans la phase préliminaire, il faut mettre en œuvre des méthodes utilisées en sciences sociales, en sciences humaines. Alors on a des cours là-dessus, on fait même des travaux pratiques. Mais là, je me rends compte, là, depuis un certain temps, que quand on travaille avec des vrais chercheurs en sciences sociales et sciences humaines sur le terrain, il y a un peu une marge entre ce qu'on peut faire dans des petits exercices et un terrain véritable. Mais les méthodes qu'on nous a apprises, on les reconnaît dans celles qu'on met en œuvre ici. Peut-être qu'on a un peu cette impatience en design de vouloir sauter rapidement vers des solutions, alors que là on apprend la patience des analystes, des déploiements de tous les outils pour que ça se fasse. Est-ce que vous mettez peut-être quand même en œuvre des outils de restitution, de représentation visuelle de ces données qui sont collectées, cette démarche un peu rigoureuse? Oui, on nous a invités à l'école déjà d'essayer de collaborer avec nos collègues en sciences sociales et humaines pour que les formes de restitution soient un peu plus design, un peu moins littérature grise, plus facile à consulter, plus facile à partager et plus facile à diffuser auprès des personnes qui sont concernées, d'autant plus que, comme le processus est en co-création et en co-design, en design participatif, il faut que le jargon utilisé habituellement par les chercheurs ne constitue pas un frein pour les usagers qui travaillent avec nous dès la phase préliminaire. Voilà. Donc il y a un souci là de design, de mise en forme, data visualisation, c'est le terme utilisé. On travaille beaucoup là-dessus. D'accord. Bien, une question? J'ai deux questions. Une question sur vos partenariats et sur vos fournisseurs, puisque vous achetez des prestations en externe, des compétences en interne qui se posent déjà. Comment vous avez résolu la question des partenariats? Est-ce que vous êtes obligé de passer par la hiérarchie pour pouvoir travailler avec la direction de Pôle emploi, avec les chargés de mission de telle collectivité? Enfin, est-ce que vous avez trouvé des façons de court-circuiter un peu dans les formes et en le faisant de façon bienveillante? Mais voilà, est-ce que vous êtes obligé de passer par tous les circuits de décision habituels, ou est-ce que vous avez des partenariats préalables avec ces gens-là qui facilitent le travail? Et la deuxième question que j'avais, c'était vis-à-vis des prestataires. Est-ce que lorsque vous avez besoin de travailler avec des prestataires, est-ce qu'il faut relancer un appel d'offres? Est-ce que vous êtes sur des échéances quand même assez courtes de 6 mois? Comment vous gérez le recours régulier à des prestataires avec les contraintes de marché public? Bon courage. Alors, pour la première question, justement, on avait anticipé, et comme on s'est dit qu'on avait un laps de temps très restreint, on s'est fait écrire une lettre de commande de mission très très précise, et dans laquelle, justement, on avait prévu que les blocages allaient peut-être être plus en interne qu'en externe, notamment, par exemple, dans le cadre de notre veille, on souhaitait assister au comité de direction, au lieu d'informations stratégiques où on pouvait détecter des dysfonctionnements ou des questions plus prégnantes. Et donc, dans notre lettre de mission, on a bien fait dire la possibilité, dans le cadre de notre mission, d'être présente dans ces lieux stratégiques et aussi, du coup, de pouvoir travailler en partenariat à l'extérieur, toujours dans le cadre de cette mission. Ça fait l'objet de... Voilà. C'est un préalable. C'est un préalable à cette mission-là. En fait, c'est redéfini à chaque mission. C'est pas un préalable au laboratoire dans lui-même, c'est pas une prérogative qu'il aurait de pouvoir plus facilement passer des... On a un petit peu conçu les choses par étapes pour assurer notre légitimité. On avait envie de vraiment réussir le premier projet et on a demandé plutôt une lettre de mission axée sur le premier projet pour après, par la suite, peut-être gagner une lettre de mission générale et des financements pérennes et tout ce qui va avec. Et les prestataires? Il n'y a pas tant de prestataires que ça finalement, parce que vous, toutes ces compétences sont internes. En fait, au cas par cas, par exemple, pour recueillir des témoignages, pour faire des enquêtes, si on voit qu'on veut accélérer un petit peu notre travail, on peut en effet avoir recours à des prestataires. Oui, alors des experts métiers, mais... Comment vous faites parce que quand vous repérez des prestataires qui vous plaisent, il faut quand même passer par les consultations. Donc comment, vous lancez des consultations classiques et vous prenez ceux qui sont choisis dans ces consultations?
Alors, à l'heure d'aujourd'hui, nous n'avons pas eu besoin de recourir à des prestataires parce que nous sommes déjà une équipe plutôt bien constituée. Et quand on a des besoins techniques, on a aussi toute une palette de métiers à la région qui est vraiment très très large. Et voire dans les partenariats de la région, c'est-à-dire dans les lycées, dans d'autres, à la chambre de commerce, etc. Et ce sont des partenaires avec qui on a essayé de développer vraiment des liens tissés, ce qui fait qu'ils se rendent disponibles pour nous. En réalité, la direction qui nous a missionnés, dispose déjà, pardon de t'interrompre, de partenaires qui sont conventionnés avec, et donc on a déjà un panel, un choix sur lesquels on peut se reposer, qui sont vraiment des experts métiers. Et pour l'instant, on repose. Par contre, c'est vrai que, par exemple, on réfléchissait sur un projet à faire intervenir un psychosociologue du travail. Pour le coup, là, on est en train d'étudier la question, mais effectivement, les marchés publics sont parfois des freins. Je suis sûre qu'on trouvera des solutions. Légales. Une autre originalité qui peut-être mérite d'être soulignée, c'est qu'on travaille aussi en partenariat avec les universités. Alors, de plus en plus, les universités sont pressées de travailler dans un sens de professionnalisation des formations. Donc, elles sont à la recherche de partenariats avec du monde réel. Et donc, on a la chance de pouvoir faire des partenariats comme ça, des projets avec un certain nombre de départements universitaires. Donc, on choisira les compétences en fonction des projets sur lesquels on travaille. Ça, c'est de la consultation gratuite. Tout en respectant évidemment les règles d'éthique professionnelle pour ne pas être en concurrence déloyale avec les cabinets de consultants. Donc là, on a un peu d'expérience dans ce domaine-là et on doit dire que ça marche assez bien. Ça permet de faire l'apprentissage pour les étudiants, mais comme ils sont supervisés par des professeurs et des chercheurs, on a là également les compétences professionnelles. Très bien. D'autres questions? Merci beaucoup.